Vous savez, Simone Gbagbo s'est intéressé à la politique depuis très longtemps. Et j'avais dans mon esprit un projet, une vision pour la Côte d'Ivoire. Et avec cette vision-là que j'ai traînée avec moi tout le temps, j'ai mené toutes sortes d'activités pour amener mon pays là où cette vision-là me conduit. Et je considère que beaucoup de travail a été fait, beaucoup de chantiers ont été réalisés, mais la vision n'est pas encore entièrement accomplie. Et il faut continuer de travailler. Il faut créer cette Côte d'Ivoire-là. C'est cela qui m'amène. Et justement, vous venez dans cette arène politique et surtout dans cette compétition électorale avec des propositions que vous résumez en cet engagement. La réconciliation est au cœur justement de ce projet que vous proposez. Vous entendez justement mettre l'accent sur la réconciliation alors que dans le quotidien, on le remarque tous, les Ivoiriens se parlent, ils vivent ensemble. Est-ce que finalement le problème c'est pas au niveau de vous, les hommes et femmes politiques? Vous croyez ça? Vous allez à la campagne, vous verrez qu'il y a encore beaucoup de problèmes. Le pays a connu la guerre. Notre pays a connu la guerre. Des Ivoiriens ont versé le sang d'autres Ivoiriens. Et c'est un problème qui est très grave. Quand ce genre de problème se pose dans une communauté, il faut s'asseoir, il faut traiter le problème. Il faut ramener la concorde dans la société, dans l'équipe. Et c'est pour ça que je fais de ce point-là, de la réconciliation, mon premier pilier, n'est-ce pas, dans le programme que je déploie. Il y en a d'autres. Il y a la transformation qui est le deuxième pilier. On aura l'occasion d'en parler. Je suis sûr qu'on en parlera, comme vous dites. Et puis, la souveraineté qui est le troisième pilier. Mais la réconciliation est quelque chose d'extrêmement important. Dans ce pays-là où nous habitons, nous avons un État, nous avons un territoire qui a été dessiné par le colon. Et lorsque le colon est arrivé, vous aviez plusieurs peuples qui habitaient sur ce territoire. Vous aviez les Senghor au nord, vous aviez des Malinké, vous aviez des Akans au centre et au sud, vous avez des Krou au centre-ouest et à l'ouest, vous avez d'autres Akans encore, des Agnis à l'est, et plus au nord, vous avez des Koulango, etc. Donc, beaucoup de peuples. On dit une soixantaine d'ethnies. Il faut faire de cette soixantaine d'ethnies-là un peuple uni. Un peuple soudé. La crise qui est venue a divisé ce peuple. Il faut refaire cela. Il faut ressouder ce peuple. Pendant cette crise-là, il y a eu des morts. Les morts, il faut également leur rendre hommage pour que les âmes reposent en paix. Pendant cette crise-là, il y a eu beaucoup d'attaques qui ont provoqué beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Il y a eu beaucoup de biens qui ont été détruits. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont perdu les terres, qui ont perdu leurs champs, qui ont perdu leur emploi. Et tout cela là est à régler. C'est à régler. Il faut obtenir le pardon. Que ceux qui ont encore du chagrin dans le cœur, que ceux qui ont encore de la tristesse dans le cœur, que ceux qui ont encore du ressentiment dans le cœur, qu'ils puissent accepter de pardonner. Que ceux qui ont commis des actions inacceptables acceptent de demander pardon. Et que lorsqu'ils ont demandé pardon, ceux qui ont subi, qui ont été victimes, acceptent leur pardon et pardonnent effectivement. Et puis, tous ces biens qui ont été perdus, lorsqu'on les récupère, il faut les restituer à leurs propriétaires.
Ceux qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leurs ressources, ceux-là, il faut les dédommager. Il faut que l'État agisse pour les dédommager. Vous voyez, quand je dis réconciliation, je dis tout cela. Evelyne? Simone Babo, bonsoir. Quand vous parlez de réconciliation, c'est votre premier engagement, on l'a vu, mais on sait que votre propre camp politique est divisé. On a le FPI, le PPACI, ensuite le MGC. La gauche ivoirienne est fragilisée, fragmentée. Oui. Êtes-vous crédible pour parler de réconciliation? La réconciliation que vous prônez ne doit-elle pas commencer par la réconciliation de votre propre camp? Vous voyez, vous dites, la gauche est divisée. Qu'est-ce qui a provoqué la division de la gauche? C'est la crise. La gauche qui est divisée, c'est une des conséquences de la crise que la gauche a subie. Et donc, là aussi, c'est un chantier, je suis d'accord avec vous. Mais la gauche, là, elle est victime de cette crise, de cette guerre. Et il faudra s'asseoir, il faudra traiter la question. Ce n'est pas plus facile de régler ce problème que de régler le problème de la réconciliation avec les autres ethnies. Hein. C'est le même chantier. C'est le même chantier. Autant il faut régler le conflit interne à la nation, autant il faut régler le conflit interne à la gauche. Mais La division de ce pays, la division de la gauche, tout cela, c'est la conséquence de la crise. Quelle est la priorité? Si vous n'arrivez pas à réconcilier la gauche, est-ce que vous êtes crédible, vous, pour parler de réconciliation des Ivoiriens? Mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je serais plus crédible ou moins crédible que d'autres? Pourquoi vous dites que je n'arrive pas à réconcilier la gauche? Je parle avec ceux qui acceptent de parler. Mais c'est un chantier. Il y en a qui vont accepter, il y en a qui ne vont pas accepter dans un premier temps, et puis qui vont accepter dans un deuxième temps. C'est un travail qu'il faut mener. Jérôme Kokou. Madame la candidate, vous l'indiquez dans votre programme que j'ai pu parcourir, que la réconciliation pour vous passe nécessairement par la restitution des terres qui ont été confisquées. Et là, je regarde l'Ouest qui a beaucoup de problèmes liés au foncier. Madame, en le faisant, est-ce que vous ne risquez pas là de déclencher une autre crise liée au foncier en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il y aurait comme nouvelle crise liée au foncier? Vous ne voulez pas que ceux qui sont venus abusivement récupérer des terres qui ne leur appartiennent pas, vous ne voulez pas qu'on leur reprenne les terres qui ne leur appartiennent pas? D'abord, comment est-ce que le pays, comment on le met en marche? Mais ça, c'est les études qui permettent de faire cela. C'est les enquêtes qui permettent de faire cela. Les populations qui étaient dans leurs champs, dans leurs plantations, dans leurs villages, ils se connaissent. Ils connaissent leurs propriétés. Ils connaissent leurs champs. Si ces champs-là leur ont été arrachés, ils sont bien placés pour les savoir. Ceux qui aujourd'hui ont ces champs-là, on peut les reconnaître, on peut les identifier. Et si on les identifie et qu'effectivement on constate qu'ils sont venus prendre des terres qui ne leur appartiennent pas, il faut s'asseoir et puis traiter cette question. Vous pensez qu'il y en a? Aujourd'hui encore, quand vous allez à l'ouest, vous avez des villages entiers où le paysan ne peut plus aller dans son champ. Parce que le champ est occupé. Ça, aujourd'hui encore. Ce phénomène existe. Ça ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Et que comptez-vous faire des occupants? Donc on arrive dans des villages qui sont occupés. Les propriétaires des champs retrouvent leurs champs. Les occupants, vous en faites quoi? Les occupants, ils ne sont pas propriétaires. C'est comme si vous êtes en train de me dire... Vous êtes en train de me dire, voici quelqu'un qui arrive dans une maison, il chasse le propriétaire de la maison, il s'installe dans la maison, et quand le tribunal vient pour juger l'affaire, comme il est déjà dans la maison, il faut le laisser dans la maison. Non, c'est pas ce que pour ne pas créer de problème. On va quitter, Evelyne, on va quitter justement l'Ouest et parler vraiment en tout cas, on n'a qu'à quitter l'Ouest. Il vaut mieux quitter l'Ouest. De façon plus nationale et revenir sur cette question justement parce que vos solutions que vous proposez, c'est une question qui a été déjà adressée par une commission, la CDVR. Est-ce que vous pensez que c'est un travail qui a été mal fait? Est-ce que ça a été traité? Est-ce que les conclusions de cette commission-là, est-ce que les conclusions ont été traitées? Non. C'est pour ça que le problème existe encore aujourd'hui. Jérôme? Vous indiquez qu'il faut aussi, pour la Côte d'Ivoire, l'amnistie. Amnistie, est-ce que cela signifie que des personnalités comme
Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Guillaume Soro ou Charles Blé Goudé seront réhabilités. Leur nom, qui n'est plus sur la liste électorale, ils seront réhabilités. Ceux qui sont à l'extérieur, vous créerez les conditions pour qu'ils rentrent tous au pays. C'est cela, votre amnistie? L'amnistie, ça signifie quoi? L'amnistie, c'est le pardon que l'État donne aux citoyens pour régler un conflit. C'est une voie pour régler un conflit. Quand la Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002 par des personnes, des groupes, des individus, il a fallu tenter de régler le conflit et discuter avec les uns, ce qu'on appelait les assaillants, et puis les autres, qui sont des Ivoiriens qui ont été agressés. Le premier acte, à cette époque-là, que le président Gbagbo a pris pour permettre même que l'on s'asseye pour dialoguer, ça a été de voter une loi d'amnistie de toute l'agression de l'État ivoirien par la rébellion. L'amnistie, c'est la façon, comment je pourrais dire, politique de régler ces conflits-là. Par-dessus le marché, dans le cas de M. Gbagbo, il a été traduit devant les tribunaux de la CPI. Il a été jugé, il a été acquitté. Ici, le gouvernement lui a intenté un autre procès concernant les fonds de la BCEAO. Et il a été jugé par les tribunaux, condamné à 20 ans. Et puis, on lui a enlevé également ses droits civiques. Mais ce procès-là, du président Gbagbo, c'est un procès unique. C'est un procès inacceptable. Mais le procès a été conduit, il a été condamné, et depuis, je dis que la seule solution aujourd'hui, puisque le tribunal, il a jugé, la seule solution aujourd'hui pour régler ce problème-là, c'est une loi d'amnistie que le chef de l'État doit faire voter. Sinon, quand on regarde même le contenu du procès, qu'est-ce qu'on reproche à M. Gbagbo pour le condamner à 20 ans? D'avoir été prendre l'argent de la BCEAO. Il n'est pas le seul, il y a d'autres... Oui, mais moi je prends le cas de M. Gbagbo. Je n'ai pas demandé d'amnistie pour les autres. Je n'ai pas demandé d'amnistie pour M. Thiam. Il n'a aucune raison d'être amnistié de quoi? Par contre, l'amnistie serait valable pour le président Gbagbo. Uniquement pour lui? Oui, parce que c'est lui qui a été jugé. Est-ce que vous prenez en compte Guillaume Soro? Oui, il y a Guillaume Soro également. Vous le prenez en compte? Du cas Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé également. C'est le même procès. C'est le même procès. Soro Guillaume, c'est un autre problème encore. Il n'est pas concerné par l'amnistie, c'est ce que vous le dites? Moi, je dis qu'en ce qui concerne M. Soro Guillaume, il y a un autre problème qui le concerne. M. Soro Guillaume a conduit la rébellion dans le pays. Il a conduit la rébellion dans le pays. En tout cas, il a déclaré qu'il était le chef de la rébellion. Vous n'oubliez rien, madame. Comment? Vous n'oubliez rien. Simone Gbagbo, sur ce point, j'ai du mal à vous suivre. Qu'est-ce que j'oublie? Je ne vous oublie rien. Qu'est-ce que a conduit la rébellion pour nous? C'est du passé, je pense. Ah oui, c'est du passé aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui. Evelyne? Sur ce point, j'ai du mal à vous suivre. Allons-y. Vous parlez de réconciliation, vous parlez de pardon. En même temps, vous présentez l'amnistie comme étant sélective. C'est-à-dire que cette amnistie, pour vous, concerne certaines personnes et ne concerne pas d'autres personnes. Est-ce qu'on n'est pas en train de creuser le nid d'une autre crise? Non, pas du tout. Je parle du dossier de M. Laurent Gbagbo. J'ai dit, dans son cas, il faut, si on veut obtenir la réconciliation, prendre une loi d'amnistie le concernant. C'est son cas que j'étais en train de traiter. Je n'étais pas en train de traiter le cas des autres. Maintenant, vous me dites, M. Blé Goudé. M. Blé Goudé, j'ai dit, c'est pareil, lui aussi. Il devrait bénéficier d'une loi d'amnistie.
Vous me dites, M. Soro Guillaume, on est obligé de prendre cas par cas. M. Soro Guillaume, il a conduit la rébellion en Côte d'Ivoire. Si on a eu des morts, si on a eu du sang versé en Côte d'Ivoire, M. Soro Guillaume en est responsable. Il ne mérite pas votre pardon. Madame la Ah Présidente. si, c'est pour ça que je dis il faut s'asseoir. Que celui qui a commis une faute, qu'il demande pardon. Madame la candidate, sur ça, on vous a compris. Celui qui est victime, qu'il accepte de pardonner. Voilà ce que j'ai dit. Hein. Madame la candidate, maintenant, finalement, ça pose peut-être le problème de la forme, de comment la réconciliation va se faire si vous êtes élu. Est-ce que ce sera, parce que vous avez dit, je vous emprunte vraiment le mot, réunifier les âmes, c'est votre objectif, par exemple, de la réconciliation. Est-ce que ça va prendre la forme d'audience foraine, de forum de réconciliation, de tribunal Gachacha, comme on a vu au Rwanda en 2001, après la crise de 94? Qu'est-ce que ça va prendre comme forme pour arriver à cette réconciliation, cette réunification des âmes? Je pense qu'il faudra passer par plusieurs processus. Le cas du Rwanda est un très bon exemple qui a permis d'organiser des discussions, même dans les villages, entre ceux qui se sont sentis victimes et ceux qui ont porté des actes, n'est-ce pas, répréhensibles, avec le concours même des chefs traditionnels, avec le concours même du droit coutumier traditionnel pour régler les problèmes. Je pense qu'ici, il sera intéressant de mener des discussions avec les différentes ethnies que constitue la Côte d'Ivoire, pour qu'ensemble, on passe un pacte de non-agression définitive entre les différents peuples que constitue la Côte d'Ivoire. Nous allons maintenant passer au